Bienvenue pour ce nouveau forum de la mode organisé par le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, de la Finance et de la Relance. Cette année, le thème, ce sont les métiers de la mode de demain. Et pour ce faire, nous avons la chance d'être accueillis au Mobilier National et par le campus des métiers d'art et du design. Alors, dans ces métiers de la mode de demain, eh bien, il y a pas mal de métiers liés à la data. Les métiers de la mode à l'heure de la data, qu'est-ce que ça donne? Quelle data? Comment la récupérer? Pourquoi faire? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Autour de la table, Cyprien Schlegel, bonjour. Bonjour. Expert digital dans le fonds Expérience Capital, on y reviendra dans un instant. Également avec nous, Grégory Hamzel, bonjour. CEO et cofondateur de Humanitics, une toute nouvelle start-up. Alban Dessazar, bonjour. Bonjour. Client Strategy Manager chez Euritech, pardon pour mon anglais. Également avec nous Valentin Kellar, directeur des opérations chez Camplify SEA, il faut bien préciser. Bonjour. Bonjour. Et puis last but not least, Mathieu Bonoffrand, bonjour. Bonjour. Directeur stratégie marketing mode chez Lectra. On verra également tout à l'heure ce que vous faites parce que je sens que déjà les gens se disent mais qu'est-ce que sont ces entreprises? Je ne les connais pas. Non, mais ce sont des entreprises qui travaillent pour la mode et vous allez voir de quelle manière, c'est ce qu'on va vous expliquer. Expérience Capital, Cyprien, c'est un fonds créé en 2016 par Frédéric Bius, Emmanuel Prader et Elie Koubi. On le connaît forcément par ses marques. Il y en a combien aujourd'hui? Il y en a 12. 12 aujourd'hui, voilà, des marques direct au consumer sur le luxe accessible, des marques de mode, mais pas seulement, aussi Mais pas seulement. de la food, de la beauté. Je sais que c'est important parce que c'est tout un art de vivre. Quand même, on va citer les marques de mode avec lesquelles vous travaillez. Alors, on a investi dans Sessoun, Sœur, le slip français, Balibaris, Figueret. Voilà. Et pour expliquer effectivement ce que vous faites, vous avez investi dedans, vous les accompagnez. Et donc, vous les accompagnez à se développer, puisque l'idée, c'est bien ça, quand on est un fonds. On va voir ça dans un instant, mais peut-être la première question, puisqu'on parle de data, on parle beaucoup de data, il y a des mots comme ça qu'on utilise, et on ne sait pas toujours ce que ça recoupe. Qu'est-ce que la data? Qu'est-ce que vous utilisez comme données? Alors, on va utiliser un certain nombre de données. La première partie, les premières données qu'on va utiliser, c'est les données dont on dispose sur nos clients, les données qui sont liées aux ventes, aux achats qu'ils font, les données qu'on va collecter sur les sites, les données de navigation ou de leur expérience en magasin. Et puis on va utiliser des données qui sont des données third party, qui ne sont pas des données dont on dispose, pas des données propriétaires, qu'on va collecter soit par nos leviers d'acquisition, Facebook, Google, soit des données de marché. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux finalement de la donnée, celle que vous avez tout de suite sous la main et celle que vous devez aller chercher chez d'autres. Et à quoi ça sert? Parce qu'on a l'impression qu'avec le Covid, l'accélération de la digitalisation, d'un seul coup on s'est dit oh, ça y est, il faut absolument regarder ces données. Ce n'est pas nouveau, mais n'empêche pourquoi aujourd'hui on a besoin de toutes ces données? Pour se développer en digital, on a absolument besoin de données. Et on a besoin de ces données parce que c'est un énorme levier d'optimisation de nos business. C'est un énorme levier de compréhension de ce que nos clients aiment, ce qui crée un lien entre les marques et les clients. Donc c'est un énorme levier de richesse en fait pour les marques aujourd'hui. Et c'est vrai que vous parliez du Covid juste à l'instant. Le Covid a mis en lumière cet énorme vivier de richesse qui était à la disposition des marques et qu'on s'est mis encore plus à utiliser. Une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? On les analyse. Ouais. Enfin, d'abord, on les structure Ouais. parce que on a une foule de données, il faut essayer qu'elles soient utilisables. Donc, on les structure et puis ensuite, on va les analyser. Et de ces analyses, on va prendre des actions concrètes pour optimiser nos collections, pour optimiser la façon dont on s'adresse à nos clients, pour les relancer au bon moment, etc. Alors justement, j'allais vous demander quels services utilisent ces données? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement tous les services? Une grande partie des services, et c'est vrai qu'au départ, c'était surtout les services très business, Ouais. plutôt liés au commerce, en particulier les services digitaux, évidemment, qui sont généralement précurseurs sur les aspects data, mais aussi les services retail. Et de plus en plus, on va aller vers les services liés à la création, qui vont réutiliser ces données pour optimiser leur collection d'une collection sur l'autre.
Alors, on reviendra avec vous pour voir qu'est-ce que ça amène comme nouveau profil et comment vous utilisez tout ça. Mais vous avez bien dit, aujourd'hui, ça infuse un petit peu partout. Tout le monde en a besoin à différents niveaux. Et puis, est-ce que vous faites en interne? Et puis, les aides que vont pouvoir nous apporter ces startups ou ces groupes qui ont des savoir-faire particuliers grâce à ces données. Alors, si on essaie de prendre dans l'ordre de la conception, il n'y a pas vraiment d'ordre parce qu'on va voir que ça, quand même, c'est compliqué de donner un ordre, mais quand même. On va dire, Alban, que je démarre par vous. Alban Descézar, Client Strategy Manager chez Euritech. Euritech, fondée en 2013 par Tony Pinville et Charles Lyon, c'est une start-up parisienne. Enfin, une start-up, maintenant, il y a quoi, une cinquantaine de personnes? On doit être 45 à peu près. On a des nouveaux arrivants tous les mois, donc j'ai un peu du mal à ça. savoir combien on est aujourd'hui. En tout cas, ça bouge bien. Et vous avez développé un outil qui, grâce au deep learning, c'est quoi le deep learning? C'est tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, etc. C'est le côté un peu obscur de la tech chez Euritech. Donc, en tout cas, cet outil analyse quotidiennement des millions d'images sur les réseaux sociaux pour prévoir quand et combien de temps un produit sera, entre guillemets, à la mode. Exactement. Comment ça marche? En fait, ils ont développé un outil de reconnaissance visuelle du coup, basé sur l'intelligence artificielle. Et donc, on scanne des millions d'images qui sont postées sur les réseaux sociaux par jour, sur lesquels on est capable de reconnaître plusieurs attributs, plus de 2000 attributs, donc aussi bien des attributs macro comme une couleur, une matière, un imprimé, jusqu'à des attributs très micro, donc une marque spécifique, un produit spécifique, même la SKU. Et du coup, on capte un peu les signaux faibles chez des personnes qu'on considère un peu comme edgy, donc des gens qui vont plutôt lancer des tendances. Et on regarde un peu comment ça prend, comment les gens réagissent, etc. Et voir si un peu ça se propage chez des gens, par exemple, plus trendy et ensuite plus mainstream. Et du coup, c'est comme ça qu'après, on met à disposition toutes ces infos-là à nos clients pour qu'ils puissent savoir que, par exemple, l'imprimé zèbre, dans 6 mois, ça va potentiellement être une grosse tendance et qu'il ferait bien de l'inclure dans leur collection. Alors, on va revenir sur les possibilités que ça donne aux marques, mais quand même, quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous dites qu'il y a de la reconnaissance visuelle, mais alors quand vous m'avez expliqué ce que vous faisiez, vous m'avez dit, et les hashtags, moi je vous ai dit tout de suite, et les hashtags, alors vous m'avez dit, alors là, attention avec les hashtags. Ouais. Oui, en fait, si je prends un exemple, par exemple, si vous regardez, vous tapez hashtag Louis Vuitton sur Instagram, 70% des posts qui sont postés avec ce hashtag n'auront aucun produit Louis Vuitton. Ah oui. Les hashtags sont extrêmement pollués, quand au contraire, 80% des posts qui contiennent un produit Louis Vuitton sont postés sans hashtag et sans mention de la marque. Du coup, c'est là où finalement la reconnaissance visuelle est plus pertinente. Ah oui, c'est vachement malin. Effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et d'ailleurs, certains influenceurs, j'imagine, mettent le hashtag, le faux hashtag. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc, une fois que vous avez toutes ces données, comme le disait Cyprien, vous les analysez. Oui, tout à fait. C'est ça, parce que vous ne pouvez pas les jeter comme ça. En tout cas, vous vendez un service aux marques. Oui, complètement. On vend ça à travers une plateforme. On a 2 plateformes différentes. Et donc, la première qui est pour justement la prédiction de tendance. Donc les marques vont avoir accès à toutes les tendances que nous on repère sur les réseaux sociaux et donc elles vont voir la courbe de visibilité de la tendance sur les dernières années et celle qu'on prédit pour l'année qui arrive. Et du coup elles vont pouvoir savoir par exemple pour la collection hiver prochain quelles vont être les grosses tendances les plus croissantes, quelles au contraire vont être celles qui vont décroître et qu'il vaudrait mieux éviter dans la collection. Et donc ça c'est au moment où on pense à la collection. Oui, il y a plusieurs steps en fait dans le cheminement. Il y a tout d'abord pour tout ce qui est designer et merchandiser, donc au moment où on imagine la collection, donc soit on a une idée en tête et on veut vérifier sur Euritech ce qui se passe, ou alors au contraire la collection est déjà construite mais on se dit peut-être qu'il y a des tendances auxquelles je n'ai pas pensé, donc on vérifie. Il y a aussi après au moment de tout ce qui est buying session, etc., donc allouer les bonnes quantités au bon endroit, parce qu'on travaille aussi par région, donc pour des marques qui ont par exemple des magasins aux US et en Chine, les collections ne sont pas forcément les mêmes. Donc on peut les adapter comme ça. Et ensuite, il y a au moment où la collection se lance, donc savoir ce qu'on met en avant sur le site de e-commerce et aussi sur les comptes, sur les réseaux sociaux en termes de communication. Donc je vous ai placé au début de la chaîne, mais en fait vous intervenez à plein de moments de la chaîne, c'est ça qui est intéressant. Cyprien, vos marques, vous savez si elles utilisent Aujourd'hui non, on a déjà pas mal discuté avec Euritech dans le passé, mais aujourd'hui c'est vrai que sur le segment de marque sur lequel on est, c'est un peu plus, c'est pas tout à fait adapté, mais bon, on a déjà réfléchi à trouver quelque chose pour travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est plus sur de la création ou au contraire, effectivement, sur le slip français, on voit un petit peu moins l'intérêt. Mais... Parce que les marques dans lesquelles on investit sont des marques qu'on appelle du segment luxe accessible.
Là où le produit Ritech est très très utile, c'est à la fois sur le luxe et à la fois plutôt sur la fast fashion. Nous, on est sur des créations de collections qui mettent plutôt 6 mois versus la fast fashion où on peut avoir des insights qu'on va utiliser très très rapidement. Et c'est vrai qu'on est moins créateur de tendance que le luxe. Donc voilà, on est un peu au milieu entre les deux. Je sentais que vous vouliez réagir à Alban sur ce sujet. Non, vous êtes assez d'accord sur l'utilisation de votre outil. Mais c'est vrai que vous avez une multitude d'outils aujourd'hui. Enfin, les marques ont une multitude d'outils à leur disposition. Des outils plus ou moins probants d'ailleurs, mais justement pour pouvoir avancer là-dessus. Alors, j'avais l'impression de faire un peu les choses dans l'ordre. Mathieu Bonenfant, je me tourne vers vous chez Lectra. Entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou de textile. Donc vous travaillez avec la mode, mais aussi avec l'automobile ou l'ameublement. Et surtout, vous n'avez cessé de grandir. Même pendant le Covid, là, vous avez encore acquis de belles entreprises. Absolument. Et l'idée, c'est que vous êtes fournisseur de technologie. Alors, nous, on va faire le lien entre l'idée, l'inspiration, qui va être une collection, voilà, l'intention stylistique, et après, il va falloir lui donner une réalité, il va falloir donner à ces vêtements une taille, un coût, une marge, il va falloir les produire chez un façonnier. Donc, nous, on fournit à la fois les marques pour les aider dans leur développement produit, et puis jusqu'aux façonniers, qui peuvent être n'importe où dans le monde, pour produire et découper en optimisant la matière, parce qu'aujourd'hui, la matière, c'est quelque chose d'extrême qui devient rare, et ce qui est rare est cher, et ce sera encore pire demain avec malheureusement les événements qui nous entourent. Et donc nous on optimise en fait toute la chaîne à partir de l'intention stylistique, et on va produire, donner une taille, donner un coût, et puis faire les patronages et puis les découper après sur nos machines. Et donc les données, à quel moment elles sont nécessaires ? Alors en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'on a besoin des données tout le temps, parce que la mode, en fait, c'est pas vraiment une boucle, c'est dans tous les sens, tout est lié, et on a besoin tout le temps de données. Je pense que la mode a besoin de tendances, effectivement, d'estimer, d'envisager, de prévoir, mais c'est plus difficile que jamais, donc on peut prévoir certaines choses, et le mieux aussi, c'est d'être extrêmement réactif, rapide, et c'est là que les données peuvent aider pour aller plus vite, pour prendre de meilleures décisions. Faire les bons choix. La mode, on fait des choix tout le temps. Toutes les collections, on fait des choix, et des choix qui sont parfois gagnants, puis des choix, des fois, après, qu'on peut regretter. Donc la data, elle est là pour justement faire les bons choix au bon moment, dans un environnement qui est particulièrement incertain. Et donc la data, là, les données, elles vous viennent des marques ? Alors, on a des données qui peuvent provenir de différents endroits. On peut... Par exemple, on fait de l'analyse concurrentielle. Typiquement, on fait du benchmark pour obtenir des données de sites web en ligne qui permettent de comprendre comment une collection est faite chez l'un de vos concurrents, par exemple, pour vous aider à comprendre comment votre collection devrait être structurée, telle couleur. Vous faites de l'espionnage industriel, quoi. En fait, c'est pour optimiser son positionnement par rapport à un environnement qui est extrêmement concurrentiel. Et à partir de là, une fois qu'on a ce type d'informations, toutes les données, on va pouvoir soit en créer pour les transmettre à d'autres, pour qu'ils fassent leur métier du mieux possible, de la manière la plus optimisée possible, mais on va pouvoir les utiliser pour faire de meilleurs choix. Par exemple, décider de sourcer à tel endroit par rapport à tel coût de matière ou des choses comme ça. On a plein de choses à faire dans le choix de sa supply chain, par exemple, et il va falloir alimenter cette supply chain avec les bonnes données pour qu'elle vous fabrique finalement les vêtements que vous attendez. Donc il y a de la donnée absolument partout, de la donnée qu'on consomme, donc on reçoit, qu'on agrège de sites web, de marques. Quand on est façonnier, on va récupérer des données de marques, on va vouloir interpréter le mieux possible. Et puis, on va aussi créer de la donnée pour la transmettre à d'autres et les agréger. On a des solutions qui permettent notamment de la gestion du cycle de vie d'un vêtement. C'est très compliqué. Il faut agréger plein de sources de données, les matières, les manières de faire, des taxes, les prix de transport. Alors aujourd'hui, c'est catastrophique cette histoire-là. Donc, il faut agréger tout ça et faire les bons choix de supply chain pour se fournir au bon endroit, au bon moment. Et puis, on passe d'une logique un peu de just in time ou à just in case, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qui se passera, et la donnée permet de faire ce genre de choix. À vous écouter, rien que tous les deux, on n'a pas encore terminé le tour de table, mais Cyprien, on imagine la difficulté à l'intérieur des marques de mode du pôle création. Vous disiez, la donnée, elle est aux portes de la création, mais elle n'y est pas encore. Quand on voit tout ce qu'on peut voir, doit prendre en compte quand on est dans la création. Alors, après, les métiers de création, ce qui doit primer avant tout,
c'est la création. Bien sûr. Donc la donnée, elle ne viendra jamais remplacer une patte, un œil et un gut feeling aussi, quelque chose dont on sent que ça va fonctionner. Je pense qu'elle sert surtout à valider ou elle sert à donner un peu de réassurance. Mais voilà, la donnée sera toujours assez secondaire et viendra dans un deuxième temps parce qu'il ne faut jamais brider un processus créatif. C'est bien ça l'idée. Alors si on continue dans notre petite aventure d'une marque de mode d'un vêtement, Grégory Hamzel, vous êtes entrepreneur dans la retail tech, vous êtes passé par des grandes maisons de luxe, vous travaillez sur la data science. Et donc il y a 18 mois, votre nouvelle aventure, c'est que vous avez fondé Humanitix avec un chercheur du CNRS. Donc voilà, on sait que c'est du pointu déjà. Et vous proposez aux marques finalement des algorithmes d'intelligence artificielle pour augmenter la profitabilité des boutiques. Oui, c'est-à-dire absolument, la profitabilité et la satisfaction client. C'est exactement ça. En fait, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter aux outils des marques. La data qu'on utilise, nous, c'est celle qui appartient, qui est stockée par les marques. Donc des données de transaction, des données de trafic, des données issues de leur base client. Et on va transformer ça à l'aide de nos algorithmes d'intelligence artificielle en des actions concrètes pour le terrain. Et donc ces actions, elles sont vouées effectivement à augmenter la profitabilité des boutiques ou la satisfaction client. Et on va parler de choses comme avoir le bon nombre de vendeurs au bon moment dans les boutiques ou aider les vendeurs à être capables de faire la bonne recommandation produit en fonction du profil client, des choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes au tout début, on disait, 18 mois, vous êtes encore en POC, c'est ça, avec des marques. Est-ce que vous pouvez citer les marques avec lesquelles vous travaillez? Par principe, on préfère... Mais je sais que c'est toujours un petit peu délicat, mais ceci dit, c'est vrai qu'on n'avait pas encore, on avait vu beaucoup d'utilisation de la data, notamment, vous disiez sur le digital, Cyprien, ça c'est très intéressant. Sur le retail, c'est un peu plus compliqué finalement. Et or, aujourd'hui, on sait que le retail, les magasins, c'est-à-dire le physique, doit vivre aussi. Oui, aussi et presque surtout. C'est-à-dire que le retail physique constitue une part colossale du commerce aujourd'hui et ça va continuer. Je crois que les chiffres qu'on évoque aujourd'hui, c'est que 75% de la conversion omnicanal se déroulera toujours en physique en 2025. Donc c'est gros, ça va rester gros. Et en même temps, c'est vraiment sous pression. C'est-à-dire que l'environnement changeant que vous décriviez juste avant fait que c'est très difficile de prévoir et donc c'est très difficile de rester profitable quand on est une boutique. Pour autant, c'est essentiel. Et puis, il y a ces nouvelles missions qui incombent au retail aujourd'hui, surtout sur le retail premium et luxe, qui est de délivrer l'expérience client qui a été imaginée, conçue, designée par le marketing en centrale et qui fait partie du rôle des boutiques physiques aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un grand challenge dans un environnement très changeant et c'est là qu'intervient la data. Et alors, ce que vous me disiez pour un exemple très concret, parce qu'on se dit, oui, d'accord, mais ça y est, ils savaient déjà, les magasins, ils regardaient ce qui se passait chez eux. Pour dire, vous avez pu observer, par exemple, pendant la période des soldes. Vous m'expliquez, l'idée, c'est pas forcément d'avoir plus de vendeurs, c'est ça? Oui, tout à fait. J'en parlais en introduction, le fait d'avoir le bon nombre de vendeurs au bon moment, ça c'est une question classique du retail. L'approche ancestrale, c'est de se dire, je pense que je vais avoir plus de visiteurs, donc je vais mettre proportionnellement plus de vendeurs. Et en fait, quand on creuse un petit peu, ce que nous dit la donnée, c'est que la cliente qui vient le premier jeudi des soldes sur la pause du déjeuner n'a pas forcément la même attente en termes de proximité du vendeur, de temps passé avec le vendeur, que cette même personne qui irait dans une autre boutique le samedi après-midi pour découvrir la nouvelle collection. En fait, la data permet de mettre ça en valeur et donc ça va permettre aux marques de dimensionner au plus juste le bon nombre d'heures travaillées des vendeurs. Et pas que pour les profits, aussi pour la satisfaction des clients. Parce que là, elle sait ce qu'elle veut, elle va directement à la caisse et elle repart. Il faut que ça aille vite avant que les soldes soient terminés. Cyprien, je vous voyais au pilier du chef, parce que vos marques direct to consumer, ce qu'on appelle aussi des NVB, qui sont nées sur le digital, on voit qu'elles ont toutes ouvert boutique. Ouais. Aujourd'hui, elles se sont aperçues que c'était nécessaire. C'est une certitude chez nous. Enfin, nous, historiquement, chez Expérience Capital, on vient du retail, et du retail plutôt physique. Et une des certitudes qu'on a, c'est qu'il y a un moment où une marque qui ne vend que sur le web atteint une sorte de plafond de verre, qui a un plafond de verre potentiellement émotionnel et qu'à un moment
on a besoin de mettre dans la main des consommateurs le produit. Ou en tout cas, on a besoin de créer une expérience qui est physique et qui est vraiment l'expérience de marque. Et donc c'est vrai que nous, on va avoir comme stratégie, ou on a eu comme stratégie peut-être avant de développer des réseaux retail très importants. Et là, peut-être qu'on va un tout petit peu pivoter dans notre approche et plutôt essayer de développer des concepts de magasins, plutôt des flagships que des boutiques très nombreuses dans de très nombreuses villes. Mais au final, l'expérience omnicanal, elle est absolument clé. Elle est clé pour les raisons que j'évoquais avant et elle est clé aussi parce qu'un client qui achète et sur le web et en retail physique a nécessairement une meilleure valeur pour les marques qu'un client qui serait fidèle par ailleurs, mais qui n'achète que sur le web ou que en physique, parce que chacun des canaux a une valeur particulière. Il y a de grands sujets de la fluidité entre tous ces canaux, on pourrait encore parler des heures là-dessus, mais effectivement c'est important. Pardon, Valentin, on arrive à vous, Valentin Keller pour Camplify SEA. Agence de conseil en stratégie publicitaire, vous accompagnez les marques dans leur stratégie d'acquisition de trafic on et offline, justement. Et l'idée, comment ça marche? Alors on parle là de publicité. Exactement. Alors le groupe Camplify, il intervient aussi sur d'autres, sur de l'emailing, sur du référencement naturel notamment, mais la partie SEA, elle va intervenir vraiment sur la partie publicitaire. Donc nous, globalement, les investissements qu'on va faire pour nos clients, ça va être sur les différentes grandes régies que sont Google, Facebook, Instagram, TikTok maintenant qui se développe de plus en plus. Et notre objectif, ça va être de servir deux choses globalement, d'aller développer les ventes en ligne de ces boutiques et d'aller aussi ramener des personnes en point de vente, ce qu'on appelle le Web to Store. Et pour ce, on va activer ces différents canaux et activer les différentes données, que ce soit des données qui appartiennent à la marque, comme l'évoquait Cyprien, ou des données qui appartiennent à ces différentes plateformes. Enfin, Google par exemple a une multitude de signaux qui nous permettent de nous dire que cet utilisateur va être intéressant pour ma marque alors qu'elle ne la connaît pas encore. Et on va utiliser tout ça pour aller cibler la bonne personne au bon moment. Et dans l'idée, qu'est-ce que ça va permettre? Parce qu'une fois qu'on a dit on prend la donnée, on analyse, quels vont être les résultats? Alors deux choses déjà. Premier point, pour les marques, ce qui va être très important, c'est de continuer à fidéliser sa clientèle. Et pour ça, on va utiliser toute leur base de données clients et les exploiter sur ces différentes plateformes. On voit encore beaucoup de marques qui vont parler indifféremment aux différents clients, que ce soit des personnes qui ne connaissent pas ou leurs très bons clients. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire cette distinction pour essayer de communiquer de façon différenciée sur les réseaux, notamment à ces personnes-là. Et au-delà de ça, le but, c'est vraiment d'aller développer sa base de clients et du coup d'aller faire ce qu'on appelle de l'acquisition. Là-dessus, nous, la façon dont on va fonctionner, c'est en se basant beaucoup sur des algorithmes. On s'appuie sur des algorithmes qu'on appelle de machine learning qui vont étudier ce qui s'est passé dans le passé pour prévoir ce qui va se passer dans le futur. Et du coup, ça prend en compte de multitudes de signaux pour aller derrière optimiser le chiffre d'affaires de ces différentes marques. Vous redites effectivement la question de la prédiction, ça c'est très important, et vous avez dit quelque chose d'important aussi, c'est être là avec la bonne chose au bon moment, et c'est ce que vous m'aviez expliqué Mathieu aussi. Et votre idée, vous voulez devenir carrément le Waze de la mode. Alors, c'est une métaphore... c'est vous qui me l'avez dit. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est une métaphore pour expliquer comment cette industrie doit se transformer d'un point de vue des solutions qu'elle utilise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont parfois qui datent d'une dizaine d'années, et on faisait des logiciels pour des experts. L'industrie de la mode, c'est une industrie d'experts. Et on a fait des logiciels pour des experts, avec des choses hyper compliquées dedans, c'est-à-dire qu'on faisait un peu partie d'une élite quand on était capable de maîtriser ces logiciels. Alors ça, c'est complètement has-been. Donc c'est pour ça que je parle souvent du Waze un peu comme d'une référence. Pourquoi ? Parce pour son ergonomie. Pour son ergonomie, c'est-à-dire que quand on est au volant d'une voiture, on doit prendre des décisions. Et qu'est-ce qui se passe ? On nous amène une donnée, voilà, et cette donnée, on nous l'amène dans le contexte dans lequel on est. Je suis en train de conduire, j'ai besoin de prendre une décision rapide, c'est pas évident, mais les données qui m'ont été amenées, elles ont croisé avec une autre donnée qui est la carte. Et il n'y a pas de magie, c'est pas un pouvoir magique, quoi. Il sait qu'au carrefour d'après, il y a un accident. Dans la mode, il y a plein d'accidents, sauf qu'en fait, ça se produit plus tard. C'est pour ça qu'il faut tester, il faut de la donnée, justement, on y revient. Et le but, c'est ça. Moi, ce que j'essaie de dire aux développeurs et aux gens avec qui je travaille, c'est développer des solutions
qui ont cette inspiration de simplicité. Vous devez mettre la donnée, elle doit être traitée, analysée, on en a parlé, elle ne doit pas être comme ça brute, mais elle doit être amenée aussi dans un contexte qui permet à la personne qui la reçoit, dans ce qu'elle est en train de faire, de prendre la bonne décision au bon moment. Et c'est ça qui est génial dans cette industrie, c'est qu'il y a à la fois cette histoire de compétences qu'il faut absolument respecter, mais qu'il faut aider avec des solutions qu'il faut rendre beaucoup plus faciles. Et c'est pour ça que la métaphore Waze, elle est plus facile à expliquer. Du coup, je pense que c'est très clair et ça parle à beaucoup de gens, notamment quand on conduit dans Paris. Bref, ceci dit... Oui, Valentin. Effectivement, nous, c'est à peu près la même chose sur les différentes plateformes publicitaires. Il y a encore 5 ans, on avait des personnes en agence qui étaient vraiment des techniciens. Ils étaient là, on les appelait d'ailleurs traders, et c'était très très complexe, il y avait beaucoup de technicité. Et maintenant, on est passé sur un modèle plutôt consultant. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont connaître beaucoup mieux le business de leurs clients. Les solutions publicitaires, elles se sont transformées pour être beaucoup plus simples d'utilisation. Ce qui fait que l'intérêt derrière, c'est vraiment de mieux comprendre le business de son client, de savoir ce qu'on va activer comme levier et pas uniquement d'avoir cette notion technique, ce qui a changé beaucoup de choses en tant qu'agence sur les profils notamment qu'on va recruter. Mais c'est très intéressant, vous tendez la perche pour Alban et pour Eurytech parce que finalement, vous m'avez parlé, il y a différents profils qui travaillent chez vous, mais de cette fameuse Fashion Teams de Trend Curators. Exactement. Alors racontez-nous. Oui, chez Eurytech, du coup, il y a une partie très tech et une partie très business. Dans la partie business, il y a l'équipe Client Stratégie dont je fais partie. Il y a aussi l'équipe Fashion Team, où là, c'est des profils qui sont très pointus niveau mode. Beaucoup de profils, notamment, qui sortent de l'IFM à Paris, et où justement, ils vont être très alertes sur toutes ces tendances un peu émergentes qu'on voit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les défilés de mode pendant toutes les Fashion Week, et qui vont décider desquels, finalement, on va mettre dans notre catalogue à disposition pour les clients sur la plateforme. Donc, c'est des gens qui regardent en permanence tous les défilés, tout ce qui se passe, tout ce que font les fédérations de la mode et de la couture. Exactement, très alerte. Tout ça, et voilà, donc des vrais passionnés de mode. Des vrais passionnés de mode, tout à fait. Est-ce que ça amène, Cyprien, du coup, toutes ces solutions? Est-ce que vous nous expliquiez aussi tout à l'heure des besoins de nouveaux profils chez vous? Alors, les profils évoluent. En fait, c'est vrai qu'on aura sans doute tendance, et en particulier dans les métiers qui sont proches, une fois de plus, du business, de valoriser encore plus les compétences d'analyse, l'esprit analytique. Donc il y a quelque chose de très français par ailleurs et on est très bien doté en France sur les aspects analytiques, mais on va de plus en plus chercher chez des gens une capacité d'analyse et potentiellement aussi une créativité dans l'analyse. Parce qu'on le disait, la donnée qu'on a, parfois, elle n'est pas suffisante. Et donc, on va chercher des gens qui sont capables de faire des proxys, c'est un mot que j'aime beaucoup, d'essayer de se dire je n'ai pas la bonne donnée, je n'ai pas exactement ce qu'il me faudrait pour prendre ma décision, mais je vais essayer de la comprendre d'une autre façon et de faire un proxy, d'estimer autrement. Et donc cet esprit d'analyse, il est souvent, c'est intéressant quand il est associé à une créativité pour trouver des solutions. Et pour peut-être aussi, Grégory, expliquer ces solutions, ce qu'on voyait avec tous les trois, effectivement, à un moment donné, on ne peut pas balancer la data et l'analyse, vous prouver que ça va faire évoluer les choses. Ce sont ces profils-là, peut-être, qui vont être un petit peu nouveaux. Ah oui, bah oui. En fait, la clé de la performance dans ces nouveaux métiers, c'est arriver à se faire se rencontrer la science de la donnée et l'expertise métier, qui peut prendre plusieurs formes au niveau de la création, au niveau du marketing, au niveau de la production, etc. Sur le retail, c'est très vrai aussi. Et donc, il y a tout un enjeu de démocratisation de l'accès. J'adore la métaphore de Waze, c'est exactement ce qu'on souhaite faire. On va la garder, celle-là. Arriver à délivrer d'une manière claire, simple et à propos, dans le bon contexte, la recommandation. Moi, ce que je dirais en synthèse sur les profils, c'est on a besoin de cette sensibilité humaine, des expertises métiers, et puis il ne faut pas avoir peur de la data. Pas avoir peur de cette technicité. C'est pas, il y a des experts, il y a des développeurs, il y a des mathématiciens qui travaillent à la constitution des algorithmes. On leur laisse cette partie-là et on n'a pas besoin d'avoir ces compétences-là pour être utilisateur parce qu'on travaille à une approche ergonomique pour consommer les recommandations. Et puis, les femmes non plus ne doivent pas avoir peur, c'est bien ça. Passez votre message, c'est le moment, Alban, parce que... Non, mais c'est vrai que chez Eurytech, dans toute la partie business, c'est majoritairement des femmes, donc les femmes n'ont pas peur de la data. Et on est beaucoup de femmes chez Eurytech, et je pense que c'est pareil dans d'autres boîtes de fashion tech, mais c'est assez intéressant de voir un peu tous ces profils un peu hybrides qui arrivent de plus en plus, des passionnés de mode, mais qui n'ont pas peur de la data. Ouais.
Des passionnés de mode qui n'ont pas peur de la data. Je crois que c'est une bonne conclusion. C'est exactement ce dont vous avez besoin les uns et les autres aujourd'hui pour continuer à vous développer vos solutions. Merci infiniment à tous les 5. Cyprien Schlegel, Grégory Hamzel, merci. Alban Dessazar, merci beaucoup. Valentin Kellard et Mathieu Bonenfant. Merci beaucoup pour votre expertise à tous. Et voilà, gardez ce petit Waze pour bien sortir. Merci à vous.